Okay, so Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous avons l'honneur de vous accueillir à notre événement Repenser la coopération au développement en Afrique à la lumière des crises mondiales. Je m'appelle Junko Masuda, je suis directrice générale du département Afrique à l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Je serai votre maîtresse de cérémonie ce soir. Pour commencer, je souhaiterais vous présenter rapidement la JICA. Il s'agit de l'institution de mise en place de l'aide au développement. Nous sommes l'une des plus grandes institutions dans ce sens dans le monde. Nous travaillons à la sécurité humaine et cela fait plus de 50 ans que nous travaillons conjointement avec l'Afrique. Nous avons 31 bureaux en Afrique et coopérons avec tous les pays d'Afrique et 54 d'entre eux. Aujourd'hui, l'Afrique traverse des crises en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui sont responsables de perturbations sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire. C'est pourquoi la résilience en Afrique est devenue encore plus importante qu'avant. Cette année, au mois d'août, la 8e conférence de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD 8, aura lieu en Afrique, en Tunisie. C'est une conférence extrêmement importante pour la communauté internationale, pour réaffirmer notre engagement pour aider l'Afrique à faire face aux défis auxquels elle fait face. Aujourd'hui, alors que nous faisons chemin vers la TICAD 8, nous avons invité des invités de marque pour nous éclairer sur la façon dont doit évoluer notre coopération avec l'Afrique pour construire une prospérité durable et une croissance saine. Avant de vous présenter nos participants, je souhaiterais vous faire quelques annonces d'organisation. La session d'aujourd'hui sera en anglais et l'interprétation en français est disponible. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans la salle, des casques sont à votre disposition. Pour ceux d'entre vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez choisir le canal anglais ou français. Cet événement sera enregistré et chargé en ligne à la fin de l'événement. Je vous présente nos invités. À gauche, nous avons notre animatrice, Madame Rakaidour Eline Arnadotir, qui est directrice du Centre de développement de l'OCDE. Monsieur Rémi Rioux, président de l'Agence française de développement, l'AFD. Monsieur Ryuichi Kato, vice-président de la JICA. Et le professeur Jean-Marie Guénaud, directeur du programme Kent sur la résolution des conflits de la CIPA, École des affaires publiques et internationales à l'Université de Columbia. Nous avons également deux participants, deux invités en ligne, Madame Sarah Poul, directrice du bureau régional pour les États arabes au sein du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et Madame Yacine Fall, vice-présidente par intérim chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services de la Banque africaine de développement, la BAD. Et nous avons également l'ancien président de l'ancienne agence de développement de l'Union africaine, l'ODA NEPAD. Mais il n'est pas capable de se joindre à nous aujourd'hui, mais il a enregistré un message vidéo. Je vais vous présenter les étapes de notre programme rapidement. Nous aurons des propos liminaires de notre invité qui ne pourra pas se joindre à nous. Nous aurons ensuite un panel avec distingués invités pendant environ 1 heure. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. Nous mettrons fin à notre événement à 18h40 et nous dirigerons vers la réception qui commencera à 19h au 5e étage de ce bâtiment. Pour commencer, j'aimerais demander à son Excellence l'ambassadeur du Japon en France de nous présenter ses propos liminaires. Je vous prie d'accueillir avec moi son Excellence l'ambassadeur du Japon en France, Monsieur Junichi Ihara. Merci, Madame Masuda. Excellences, distingués invités, bonsoir. C'est un honneur de vous accueillir à cette conférence
qui nous permet de faire chemin vers la TICAD 8 qui aura lieu à Tunis les 27 et 28 août 2022. Depuis la première conférence qui a eu lieu à Tokyo en 1993, la TICAD nous a offert des opportunités de nous concentrer sur l'Afrique. Nous fondons notre travail sur la conviction suivante: le développement de l'Afrique est central pour une prospérité mondiale et pour le développement. Le Japon travaille avec tous les pays d'Afrique, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs internationaux, nos partenaires, pour favoriser le développement et la stabilité en Afrique. Dans ce cadre, la JICA joue un rôle central dans la mise en œuvre de l'APD du Japon en investissant dans les ressources humaines, l'éducation, la santé, le développement industriel, les infrastructures, la protection environnementale et le maintien de la paix, entre autres. L'approche de la JICA encourage le dialogue et la confiance mutuelle avec les peuples africains. Cela correspond donc à l'état d'esprit de la JICA. Lorsque l'on se penche sur les principes de la JICA, les partenariats internationaux et l'appropriation, on voit qu'ils sont plus pertinents que jamais pour l'Afrique. À la suite de la pandémie de Covid-19 qui a fait la lumière sur des vulnérabilités existantes d'un point de vue socio-économique et la crise en Ukraine ont eu des conséquences graves pour le continent africain, notamment d'un point de vue de l'énergie et des prix de l'alimentation. Les engrais et les prix de l'énergie ainsi que l'approvisionnement en céréales sont aujourd'hui perturbés et cela représente une menace importante pour la sécurité alimentaire. Face à tous ces défis, à mon sens, nous devons nous pencher une fois de plus sur le sens et l'importance de l'appropriation africaine. Nous devons trouver des moyens de coopérer avec nos alliés internationaux et votre présence ici rend hommage à l'importance de ces efforts. Elle en est témoin sur la façon dont il faut repenser les façons d'arriver à une Afrique forte et résiliente. Au sens du Japon, la TICAD 8 représente une plateforme privilégiée pour rassembler de nombreux acteurs comme l'AFD ou l'ODANEPAD, par exemple, pour aider les pays africains à surmonter et à relever ces défis. Je vous remercie et je vous souhaite de fructueux échanges. Un grand merci, Votre Excellence. Nous avons des propos liminaires qui ont été enregistrés par le Dr Akio Tanaka, qui va nous parler du développement en Afrique à la lumière des crises actuelles mondiales. Aujourd'hui, le monde fait face à de nombreuses crises, en particulier celles causées par la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, ainsi que le changement climatique. Les sociétés et les économies africaines ont été frappées de plein fouet par ces crises. La communauté internationale doit apporter son soutien et rassembler ses partenaires africains afin de s'assurer que le continent se reconstruise mieux. Pour démarrer nos échanges du jour, je souhaite partager avec vous 3 concepts qui, pour moi, sont essentiels au développement de l'Afrique. Il s'agit de la résilience, du développement, ainsi que de la solidarité. Tout d'abord, la résilience. Nous ne pouvons pas empêcher que de nouvelles crises se produisent et nous ne pouvons pas non plus prédire quand elles se produiront. Ce que nous pouvons faire, c'est être davantage préparés en renforçant nos capacités à absorber les chocs exogènes, à atténuer les conséquences et à reconstruire mieux. Ces idées de résilience et de sécurité humaine sont interconnectées. La sécurité humaine est une vision selon laquelle chaque être humain peut vivre dans la dignité, sans peur ni frustration. Et pour parvenir à cette fin, il est absolument crucial que nous favorisions l'autonomisation des individus, des organisations et des sociétés
afin de ne pas seulement survivre aux crises, mais de ressortir plus fort de ces mêmes crises. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l'Afrique a fait preuve d'une force considérable. En sa qualité de leader dans le secteur de la santé, le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies a permis de renforcer les capacités sur l'ensemble du continent. De nombreuses institutions de recherche médicale, y compris certaines au Ghana et au Kenya, ont joué un rôle de premier plan dans la jugulation du virus et dans le contrôle de nouvelles maladies infectieuses. Un certain nombre de startups africaines et de jeunes entrepreneurs ont des approches novatrices en utilisant les technologies numériques pour répondre aux défis sociaux. En Tunisie, par exemple, une entreprise d'analyse de données a développé un système permettant d'analyser le génome du virus du Covid en utilisant l'intelligence artificielle. Conjointement avec la JICA, cette entreprise, à l'heure actuelle, apporte son soutien au ministère de la Santé tunisien dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Voilà quelques exemples parmi de multiples autres qui viennent illustrer la force et la résilience que démontre l'Afrique. Mais la vraie question ici est de savoir comment continuer à renforcer cette résilience afin de relever les nouveaux défis. Ce qui m'amène à mon deuxième point, le développement. Lorsqu'une crise se produit, l'action humanitaire représente la première nécessité pour répondre aux besoins urgents. Mais si nous voulons construire des sociétés, des économies résilientes, il faut une approche au développement de long terme. Et je vais vous donner ici quelques exemples. Nous le savons, plusieurs institutions médicales africaines ont joué des rôles de tout premier plan dans la stratégie de lutte contre la pandémie. Leurs interventions couronnées de succès ne sont pas sorties de nulle part. Au contraire, elles sont le fruit de nombreuses années de travail acharné, de renforcement des capacités et de coopération avec les partenaires et les acteurs du secteur du développement. La récente crise alimentaire en Afrique a également permis de souligner l'importance d'une approche de développement. La cause directe de la crise est la perturbation que subissent les chaînes d'approvisionnement alimentaire, et cela se produit à l'intérieur de notre continent. Mais une production agricole nationale et locale faible ne fait qu'augmenter ce problème. Une amélioration de la production alimentaire ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra une vision de long terme et un effort continu pour parvenir à cet objectif. La coalition pour le développement de la riziculture en Afrique est un exemple admirable de la façon dont une vision conjointe peut permettre de produire des résultats tangibles. Ce cadre de travail a permis de doubler la production de riz en Afrique subsaharienne en 10 ans. Pour arriver à ce résultat remarquable, la coalition a apporté son soutien à la mise en place de stratégies nationales et a mobilisé des ressources qui ont été investies dans les individus, les technologies et l'infrastructure. Comme les exemples que je viens de développer le montrent, le travail pour le développement est donc absolument essentiel dans le renforcement de la résilience. Mon troisième et dernier point sera la solidarité. Face à la crise qui se joue en Ukraine, la communauté internationale a fait preuve d'une solidarité sans faille dans la protection et le soutien apporté à ceux qui sont aujourd'hui victimes de la guerre. Mais alors que nous aidons l'Ukraine, il ne nous faut pas oublier l'Afrique pour autant. Il est temps que nous, en notre qualité de communauté internationale, nous fassions preuve de solidarité pour aider l'Afrique à mieux se reconstruire à la suite de ces crises et de l'aider à progresser afin d'atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Dans le renforcement de notre alliance avec l'Afrique, notre solidarité
doit tourner autour de la vision proposée par l'Afrique, sa vision pour l'avenir et le rôle joué par les institutions africaines dans la réalisation de cette vision. L'agenda 2063, qui représente la vision à long terme du développement de l'Afrique, ainsi que des institutions comme l'Agence de développement de l'Union africaine, l'ODA-NEPAD et le CDC Afrique, sont des exemples parlants de développement mené par l'Afrique. La communauté internationale doit respecter le rôle central que doit jouer l'Afrique dans la mise en place de ces processus de développement. La solidarité que nous appelons de nos vœux ne doit pas être sous-tendue par un modèle d'assistance obsolète. Il doit mettre la coopération à son centre et faire de la confiance mutuelle entre les pays africains et la communauté internationale une valeur de premier plan. Enfin, afin de façonner cette confiance mutuelle, les partenaires du développement doivent travailler à leur compréhension de l'histoire, des traditions et des visions africaines. Un dialogue ouvert, productif et respectueux peut avoir lieu sur un certain nombre de forums, en particulier au cours de la TICAD 8. Avant de mettre fin à mon discours, je souhaiterais vous dire quelques mots de mon voyage récent au Sud-Soudan. Il s'agissait de ma première visite internationale suite à ma nouvelle nomination comme président de la JICA en avril. J'étais ici pour marquer la construction d'un projet, la construction d'un pont traversant le Nil, le pont de la Liberté. Lorsque j'ai assisté à cette cérémonie avec le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar, j'ai réaffirmé que la solidarité nationale était absolument fondamentale pour des sociétés pacifiques. J'ai également rappelé que le Japon et la JICA ont la possibilité et le devoir de prendre un rôle important dans la construction de sociétés durables et pacifiques et dans la promotion de la solidarité internationale. Pour finir, je souhaiterais souligner que cette conférence de la TICAD 8 qui arrive représentera une opportunité très importante de faire preuve de notre solidarité entre l'Afrique et la communauté internationale dans le monde d'aujourd'hui qui fait face à de nombreuses crises complexes. Je vous remercie pour votre attention. Thank you for your Un grand merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer aux échanges dans le panel et je vais donc vous donner à Kaiser la responsabilité d'animer ce panel. Un grand merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Un grand merci d'avoir organisé cet événement distingué. C'est un honneur ainsi qu'une fierté pour moi que d'animer ces échanges dans la salle et à l'écran avec ces invités distingués et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Le 10 juin, à l'OCDE, nous avons eu le 21e Forum international sur l'Afrique, qui est une plateforme d'échange pour le dialogue avec l'Afrique au sein de l'OCDE. Au cours de ce forum, le président du Sénégal, M. Macky Sall, qui est également président de l'Union africaine, a demandé à l'OCDE de jouer un rôle dans une nouvelle définition des alliances mondiales par le biais du Centre de développement de l'OCDE, dont je suis directrice. Il a appelé à des alliances entre égaux qui apportent leur soutien aux priorités africaines qui ont été définies par l'Afrique elle-même dans l'agenda 2063 et qui permettent de relever les défis partagés à l'échelle internationale. Et en écoutant le discours de Monsieur l'ambassadeur et le second discours où a été mentionné le respect mutuel et le dialogue qui sont au cœur de l'approche de la JICA, cela correspondait parfaitement à l'approche et à la demande de M. Macky Sall auprès de l'OCDE. C'est également ce que le président de la JICA a mentionné. Il faut favoriser l'appropriation. Il faut que des partenariats soient établis dans cet état d'esprit. Et avant de céder la parole à nos
invités, je souhaiterais vous donner le point de vue du centre de développement sur les 3 points qui ont été évoqués par le docteur Tanaka. Il s'agit de sujets qui, pour nous, devront être abordés lors de nos échanges au sein de ce panel. En ce qui concerne la résilience, nous devons apporter notre soutien au développement de chaînes de valeur plus importantes et plus forts dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du secteur de l'automobile, de la transformation agroalimentaire. Il faut de l'intégration et nous voulons un développement plus résilient, plus inclusif et plus durable. Et la coopération entre le Centre de développement et l'Union africaine, dans un rapport, permet de souligner en termes de coopération pour 2022, l'importance de ces chaînes de valeur pour la reprise. La deuxième remarque que je souhaiterais faire dans le soutien au développement de l'Afrique, alors que les ressources publiques se font rares et que les financements internationaux sont insuffisants, nous notons des progrès heu, nous notons qu'il y a eu une répartition des droits de tirage spéciaux qui a été insuffisante, notamment dans leur répartition, et nous devons travailler sur ces sujets pour renforcer le développement. L'Union africaine met en place un observatoire du développement en Afrique, conjointement avec l'OCDE, et il est inscrit à l'agenda de l'Union africaine pour une réunion que nous aurons mi-juillet. En ce qui concerne le renforcement des investissements de développement, il faut renforcer l'infrastructure. Il s'agit là d'un sujet qui est au cœur de l'approche du Japon dans la réalisation de l'agenda de développement en Afrique. Et en ce qui concerne la solidarité, nous devons travailler à une transition énergétique juste et verte, respectueuse de l'environnement, en particulier lorsque l'on voit les perturbations sur l'approvisionnement en énergie et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. L'énergie est donc un sujet prioritaire et le centre de développement conduit donc des échanges sur le développement fondé sur des ressources naturelles pour aider les pays en développement à mettre en place cette transition dans le cadre des contextes qui leur sont propres. Le changement dans l'approche et dans le récit de cette aide qui a fait ses preuves dans d'autres régions nous permet d'identifier, comme nous l'avons fait avec le président Macky Sall, l'importance de partenariats qui soient adaptés au contexte africain, mais qui se fassent également sur un pied d'égalité. C'est pourquoi je suis ravie d'animer ces échanges entre les participants à ce panel. Et sans plus tarder, je vais donc poser les questions à nos invités et je vais commencer avec notre collègue de la Banque africaine de développement, la BAD, Madame Yassine Fall, que vous voyez à l'écran. Bienvenue. Et pour assurer que nous avons suffisamment de temps, je souhaiterais demander à nos participants de respecter le temps qui leur est alloué, 4 à 5 minutes par question. Madame Fall, en votre qualité d'institution africaine, comment évaluez-vous la résilience de l'Afrique à la lumière de la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui face aux conséquences de la crise en Ukraine? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour, directement depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et je souhaite remercier la JICA, la JICA étant un grand partenaire de la BAD, et nous œuvrons ensemble au développement de l'Afrique. L'Afrique a en réalité fait montre d'une superbe résilience alors qu'il y avait de nombreux défis à relever et des défis auxquels nous avons été confrontés ces dernières années. Nous avons vu avec
ces crises dont je vous ai parlé, avec la pandémie également de Covid-19, notamment des répercussions sociales. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une potentielle crise alimentaire et une crise alimentaire qui viendrait finalement mettre à mal les progrès positifs que le continent avait progressivement enregistrés ces 10 dernières années. Nous le savons, le PIB de l'Afrique a enregistré l'une des plus fortes chutes de ces 20 dernières années. Et par conséquent, ceci représente la perte de plus de 165 milliards de dollars et des millions et des millions d'emplois ont également été détruits. Des millions d'individus sont également tombés sous le seuil de la pauvreté. Donc, il y a, oui, bien sûr, une relance difficile, mais cette difficulté a été exacerbée particulièrement par une crise des matières premières, le maïs, le blé, mais il y a également une crise énergétique. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos partenaires au développement ont dû mener des actions très larges. Et par exemple, pour la nous avons dû développer un nouveau mécanisme d'urgence, une facilité d'urgence à hauteur de 1,5 milliard. Et l'objectif était ici de renforcer la production alimentaire en Afrique et bien sûr d'accompagner les pays qui étaient confrontés à cette crise alimentaire. L'objectif était également d'améliorer la sécurité alimentaire. Et je reviendrai sur ces différents points un peu plus tard si vous le souhaitez. Merci, un grand merci, Madame Fall. C'est impressionnant d'entendre parler de ces chiffres que vous venez de partager avec nous. Ces pertes qu'on a enregistrées avec ces différentes crises qui se succèdent. Et bien sûr, il faut agir. Maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Jean-Marie Guéhenno. J'espère que j'ai correctement prononcé votre nom et prénom. Maintenant, parlons des éléments clés. Quels sont les éléments clés pour renforcer la résilience? On en a parlé. Mais maintenant ici, quels sont les éléments clés pour faire face à d'autres types de menaces telles que le terrorisme ou des conflits? Quel est votre point de vue sur cette question? Je remercie dans un premier temps la JICA d'avoir organisé cet événement si opportun, au bon moment. C'est un rendez-vous très important, donc vraiment c'est un honneur pour moi que de pouvoir prendre part à cette discussion aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président Tanaka a parlé d'une perspective à long terme. Et pour moi, c'est le point le plus pertinent pour le concept de résilience. Nous le savons, le meilleur indicateur concernant les conflits, ce sont les conflits passés et très souvent, des pays qui ont connu la guerre, des conflits, eh bien, sont à nouveau confrontés à des périodes de conflit. C'est la raison pour laquelle il faut regarder au-delà de ces 5 années et il nous faut une stratégie à long terme. Mais de la même manière, sachant tout de même qu'il y a une bonne résilience, en quelque sorte, et une mauvaise résilience, en effet, certains experts ont indiqué qu'au cœur de crise, les individus ont tendance à se raccrocher à des structures traditionnelles. C'est vrai que quand vous avez l'impression de vous noyer, vous vous accrochez à ce que vous pouvez. Par conséquent, à cet égard, il faut créer des structures de soutien pour la paix, d'œuvrer au service de l'inclusion et bien sûr, beaucoup de questions apparaissent. Alors, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions. Vous avez parlé de conflits, vous avez parlé de terrorisme et il y a beaucoup de questions ici lorsque l'on parle de terrorisme parce que le terrorisme, c'est une tactique et en effet,
Quand on veut créer ce socle de soutien, d'inclusion pour la paix, beaucoup de questions apparaissent. Est-ce qu'il faut exclure de manière systématique les groupes terroristes ou, à l'inverse, faut-il essayer de faire une distinction entre ces groupes qui ont des objectifs transnationaux ou des groupes qui ont des revendications locales et ces groupes contre lesquels il nous faut nous battre. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. Maintenant, pour conclure, maintenant les opportunités en matière de résilience, bien sûr, avec la COVID-19, nous l'avons tous vu, l'Afrique a été touchée de plein fouet à 2 reprises avec une crise alimentaire, une crise énergétique, mais pour autant ici, il y a des opportunités à saisir. La plupart des pays veulent diversifier leur chaîne d'approvisionnement et c'est une opportunité en termes d'investissement en Afrique. Nous avons également la notion de l'économie basée sur les données, on en a parlé et c'est une nouvelle opportunité ici, une nouvelle opportunité ici de relancer le développement. Par conséquent, je suis convaincue que lorsqu'on a une bonne perspective à long terme en matière de résilience, si on regarde bien les différentes spécificités des sociétés, je pense qu'avec tous ces éléments, il y a beaucoup de chances, d'opportunités pour la résilience. Merci beaucoup. Alors, ainsi, je pense que le terme que je préfère, moi, c'est l'opportunité, c'est l'innovation. Et je suis ravie de voir que vous avez parlé de ces 2 points. On l'a dit par le passé à de nombreuses reprises, bien sûr, il nous faut toujours tirer des enseignements des crises et malgré la COVID-19, nous avons vu l'apparition de nouvelles opportunités, de nouvelles approches, de nouvelles manières de travailler qui par le passé étaient impossibles à mener. Donc j'espère sincèrement que vous avez tout à fait raison. J'espère qu'à l'avenir, ce sera vraiment une chance à saisir pour l'Afrique. Maintenant, passons au PNUD avec madame Sarah Paul qui est avec nous à l'écran. Alors, on a parlé de défis en matière de résilience. Selon vous, quels sont les défis, les plus grands défis pour cette résilience, notamment en matière de changement climatique? Merci infiniment. Merci d'avoir invité le PNUD à prendre part à cet pré-événement en amont de la TICAD 8 et c'est vraiment un honneur que d'être ici avec vous. Alors j'aurais préféré bien sûr être sur place, mais dans tous les cas, c'est très bien de pouvoir être ici et de participer à ces échanges. Je vous remercie également pour votre question, la question sur les défis concernant la résilience. Et je rejoins un peu les propos du président de la JICA. Et c'est vraiment important de pouvoir saisir ces questions d'opportunité et de résilience. Alors, la région des États arabes, dont 9 pays sont sur le continent africain, on voit bien que c'est une des régions, l'un des endroits les plus à risque en matière de changement climatique, avec une augmentation des températures bien plus rapide comparée au reste du monde. Et il y a plus de 40% de la population qui est déjà exposée à des cas de sécheresse ou alors des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Et c'est vraiment quelque chose de très proche de nous. Il nous faut mener des actions urgentes pour éviter que le changement climatique ne vienne annihiler des années de dur labeur, ne vienne exacerber les inégalités ou encore une fois exacerber une potentielle instabilité dans la région. Donc, nous pensons qu'il faut renforcer la résilience climatique. C'est une priorité absolue pour atténuer ces risques, mais c'est également une opportunité à saisir pour opérer la transition vers une économie décarbonée. Récemment, nous avons publié notre dernier rapport arabe sur le développement humain 2022 et il est indiqué qu'avoir une relance post-Covid qui soit verte permet de diversifier les économies, mais ceci permet également de contribuer à la croissance qui ensuite génère de nouvelles formes de revenus qui sont durables. Ça crée de nouvelles opportunités de travail et renforce la résilience pour les communautés. Mais pour autant, sachons tout de même que ces opportunités sont accompagnées de défis dans un premier temps. Nous voyons qu'une quasi-inexistence du concept de changement climatique dans les secteurs économiques clés peut être un véritable défi dans cette région des États arabes, mais également partout en Afrique. Et on le voit, il y a des secteurs économiques clés, que ce soit l'agriculture, les TPE, les PME, le secteur du tourisme, les infrastructures, qui sont vraiment au centre des plans de relance économique et des besoins en matière de développement, et bien tous ces secteurs sont très vulnérables face aux risques climatiques. Nous travaillons
partout avec tous nos partenaires. Nous accompagnons 30% des pays dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient et avec 96% des pays en Afrique subsaharienne pour intégrer le principe de changement climatique au sein des planifications de développement sectorielles et locaux. Et deuxième défi ici, ce sont les capacités nationales. Et en ce sens, il y a un secteur très clé, un secteur qui a besoin d'avoir plus d'investissements, c'est des nouvelles sources énergétiques renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques qui ne cessent d'augmenter au sein des communautés. Et ce sera tout à fait pertinent, notamment avec l'ensoleillement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensoleillement ne représente que 1,2% de l'énergie utilisée dans les États arabes et les énergies renouvelables représentent seulement 7%. Deuxième défi que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le financement climatique avec une meilleure accessibilité à l'énergie universelle en Afrique, avec un investissement à hauteur de 1 500 milliards de dollars d'ici à 2018, entre 2018 et 2015. Et on voit aujourd'hui, les financements gouvernementaux ne seront pas nécessaires. Et vraiment, il faut pouvoir aider les pays pour qu'ils puissent identifier des obstacles qui viennent mettre à mal les investissements climatiques du secteur privé. Il faut pouvoir opérationnaliser également des instruments financiers innovants et créer de nouveaux partenariats. Alors, je ne vais pas pouvoir m'étendre davantage, mais je souhaiterais encore une fois remercier la JICA d'avoir organisé cet événement et d'avoir parlé du changement climatique. Merci beaucoup, Madame Poul. C'était un aperçu général très complet de ces défis et bien sûr, le défi du financement est l'un des défis dont vous avez parlé et ceci naturellement m'amène à une autre question. Mon collègue qui est juste à ma gauche, Monsieur Rémi Rio, président de l'Agence française de développement, l'AFD. Quels sont le rôle des banques publiques de développement pour construire mieux, reconstruire mieux l'Afrique à la suite de ces crises multiples? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur que de pouvoir participer à cet événement. Je souhaite également féliciter le président Tanaka pour sa nouvelle nomination. Et maintenant, pour revenir sur les propos revenir sur la présidence de président Tikaka, c'était un partenaire très proche avec lequel nous avons travaillé avec la FD et je souhaite les plein succès à la conférence TICAD 8 fin août. Alors, honnêtement, aujourd'hui, ça va au-delà du partenariat, de l'amitié. La JICA, la FD ont les mêmes objectifs, les mêmes rôles. Ce sont en réalité les deux institutions qui se ressemblent peut-être le plus au niveau international. Beaucoup de capacités que nous partageons. Et nous faisons montre également de solidarité avec des projets bilatéraux de développement. Et cette capacité financière, vous en avez parlé. Vous avez parlé d'outils innovants. Moi, je pense que les banques publiques de développement sont des outils innovants dont nous avons besoin, mais il faut avoir des mesures incitatives suffisantes. Il faut mobiliser également nos actionnaires, nos clients, nos partenaires, tout cet écosystème. Et c'est quelque chose que la JICA et la FD appellent de leur vœu. Nous l'avons fait depuis de nombreuses années. Et en quelque sorte, il faudrait peut-être également retirer les stigmates qui pèsent sur les banques publiques de développement et leur donner vraiment tous les outils possibles pour mobiliser tout le système financier au service du développement. Il y a 10 ans, par exemple, nous avons créé le Club de financement international avec 25 autres
collègues, KfW en Allemagne, BMDS au Brésil, mais également avec de nombreux collègues africains, des partenaires de poids dans leur région. Nous avons la Caisse des dépôts et des régions, DBSC en Afrique du Sud et plein d'autres partenaires, CIBO-AD en Afrique de l'Ouest. Et nous avons également lancé un autre projet, le financement en commun. D'ailleurs, avec la 3e édition, nous avons réussi à réunir plus de 500 banques de développement et plus de 2 000 milliards de dollars d'investissement pour le développement. Et la Banque africaine de développement était présente. Et nous allons nous réunir. Nous sommes réunis en octobre et nous allons avoir également la COP27 en Afrique et également le sommet du G20 en Indonésie. Alors, vraiment, prenez tous ces groupes en compte. Il y avait un rôle de leadership qui a été pris pour vraiment essayer d'utiliser les droits de tirage spéciaux, mais également avec les banques de développement international pour fournir des ressources aux banques publiques de développement nationales, parce que ces dernières ont vraiment la capacité nécessaire pour échanger avec tous les partenaires sur le terrain, ce que nous avons vu en Afrique du Sud, et c'est très important, notamment au titre de la transition climatique, celle que nous opérons maintenant. Et c'est un défi de taille. Regardez les chiffres dont je vous ai parlé. Les banques publiques locales représentent 15% de tous les actifs dans cette région. Donc, c'est vraiment ici un bilan public avec des donneurs qui connectent le secteur privé pour vraiment pouvoir puiser dans ce potentiel, avoir plus de financement au service du développement. Alors, ça va peut-être au-delà de l'APD, mais ça peut-être redéfinir ce qu'est l'APD, parce que vraiment l'APD pour moi, c'est ne laisser personne pour compte et renforcer vraiment le financement des investissements durables. C'est quelque chose de très important. Et voilà, c'est ce qu'est l'APD, mais nous avons besoin de l'OCDE, par exemple. C'est de là qu'on est né, vraiment pouvoir redéfinir, repositionner notre rôle pour avoir plus d'impact. Grand merci, Rémi. Bien évidemment qu'il s'agisse de l'Agence française de développement ou de la JICA, ce sont des institutions centrales dans l'aide au développement et leur rôle à jouer est immense pour faire le lien entre le secteur privé et le secteur public et encourager les financements qui aillent dans la bonne direction. Au centre de développement, pour notre part, nous accordons beaucoup de valeur à la relation que nous avons établie avec vous, mais également avec les pays alliés. Nous avons 28 pays qui ne sont pas membres de l'OCDE, 11 pays d'Afrique qui entretiennent de façon explicite des dialogues avec nous. Et ces dialogues nous permettent également de nous assurer que nous allons au-delà de l'APD en tant que telle, des méthodes traditionnelles, de la façon dont nous considérons le développement, mais de changer pour des alliances et une véritable coopération. Ce qui me donne l'occasion de m'adresser à Monsieur Kato, qui travaille à la JICA. Je souhaite saluer votre engagement dans ce sujet, car c'est la 2e fois qu'il se joint à Paris, en tout cas qu'il se rend à Paris en un mois pour prendre part à des événements. Donc, à mon sens, c'est un
certain sens de l'engagement que nous pouvons voir ici. Selon vous, quels sont les facteurs essentiels pour assurer une coopération au développement couronnée de succès? Rémi a répondu à sa question. Monsieur Kato, c'est à votre tour, vous avez la parole. Merci beaucoup, Raka. Bonjour à tous. Si je me fonde sur mes années d'expérience sur le terrain, je crois qu'il y a deux concepts qui sont absolument essentiels au succès de la coopération pour le développement. Il s'agit du concept d'appropriation et de celui de sécurité humaine. D'abord, l'appropriation. Comme son Excellence l'ambassadeur Monsieur Yara l'a souligné dans son propos liminaire, les institutions et les peuples africains sont ceux qui sont chargés de décider de l'avenir du continent et de prendre la responsabilité pour que ces objectifs deviennent réalité. Ce sont également ces populations qui comprennent les opportunités et les défis mieux que quiconque. En reconnaissant cette réalité, la JICA encourage les peuples et les institutions africaines à mettre en place leur propre travail pour le développement. Ce concept d'appropriation est essentiel pour un développement couronné de succès. Cela demande un investissement en temps et en ressources important. Alors, à moins que l'Afrique ne s'investisse dans un changement pour améliorer son futur, nous n'obtiendrons jamais de résultats durables en matière de coopération pour le développement. Je vais illustrer cette remarque par un exemple, celui de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, la CARD. Comme le président Dr Tanaka l'a évoqué dans son message vidéo, cette initiative a permis de doubler la production rizicole pour passer à 28 millions de tonnes produites en Afrique entre 2008 et 2018. La deuxième phase est en cours pour à nouveau doubler cette production pour qu'elle atteigne 56 millions de tonnes entre 2019 et 2029. En effet, la demande pour le riz augmente. C'est un exemple qui permet de renforcer la résilience de l'Afrique face à la crise alimentaire qui se profile suite à la guerre en Ukraine. Ce succès a été possible par un engagement fort de l'Afrique et des acteurs du développement. Les institutions africaines se sont investies, l'AGRA, la NEPAD par exemple. Même aujourd'hui, l'AGRA a un rôle de dirigeant dans le secrétariat de cette coalition. Les 23 États membres de la CARD se sont engagés à approuver la production de riz en établissant des programmes nationaux et en s'engageant à mobiliser des ressources nationales. De plus, la force de la CARD repose sur son rôle en sa qualité de plateforme permettant de mobiliser les ressources internationales pour apporter son soutien aux efforts en propre de l'Afrique. De nombreuses organisations internationales et régionales, dont la JICA, apportent leur soutien à cette coalition. Comme le succès de la CARD le prouve, le concept d'appropriation en Afrique est absolument central à cette réussite. Le second concept de premier plan, c'est la sécurité humaine. Pour résumer, la sécurité humaine souligne l'importance d'un développement centré sur les personnes. Étant donné que le fondement de la construction d'un pays est centré sur le développement des ressources humaines. Il faut donc un développement centré sur les personnes qui permettent l'autonomisation et qui commence au niveau des individus, qui se propage ensuite aux organisations et aux sociétés. De ce point de vue-là, j'aimerais vous parler de notre projet phare, l'École pour tous, School for All, une initiative qui a commencé au sein de 24 écoles au Niger et qui aujourd'hui concerne près de 70 000 écoles dans 9 pays d'Afrique subsaharienne à l'heure actuelle. La stratégie qui sous-tend ce projet est la suivante: encourager les communautés locales et ses membres à
mettre en place des projets avec leurs propres ressources, donner l'impulsion pour améliorer l'environnement d'éducation de leurs enfants. D'abord, les personnes étaient réticentes à s'engager dans la gestion des écoles, considérant que cela ne relevait pas de leur responsabilité. Mais par le biais de l'organisation de comités éducatifs d'une façon transparente et démocratique et en prouvant que cela peut aboutir à des résultats concrets, ils ont pu se rendre compte que ces membres des communautés pouvaient être acteurs du changement en eux-mêmes et qu'ils pouvaient s'engager de façon enthousiaste et continue dans la gestion des écoles. Je voudrais également souligner que le rôle des gouvernements est tout à fait crucial dans la mise en place de changements positifs au niveau des communautés pour que cela aboutisse à des solutions durables au niveau national. L'engagement des autorités est absolument essentiel pour que des initiatives aient lieu sur le terrain, tout comme pour un travail national, et que ces initiatives deviennent durables, deviennent pérennes. Dans ce projet de l'école pour tous, nous avons déployé un travail pour améliorer les opportunités pour les autorités et les communautés de se rassembler et d'échanger sur leur vision de la gestion des écoles. Pour conclure, le concept d'appropriation et celui de sécurité humaine sont absolument clés pour un développement, une coopération au développement couronné de succès. Un grand merci, monsieur Cato. Vous avez quelques groupies dans le public, je crois. Et cela ne me surprend guère étant donné le message que vous venez de partager avec nous, appropriation, sécurité humaine. Il s'agit d'objectifs louables. Nous avons maintenant nous avons eu la chance d'entendre tous nos orateurs et vous allez entendre encore davantage de discours puisque ils s'exprimeront une deuxième fois. Mais nous allons d'abord avoir droit à un message vidéo du docteur Ibrahim Hassan Mayoki sur les questions centrales liées au développement en Afrique. C'est un honneur pour moi d'assister à cet événement au niveau de la JICA à Paris vers la TICAD 8 sur la solidarité et la coopération au développement en Afrique à la lumière des crises mondiales. Comme vous le savez, les conséquences sociales et économiques de la pandémie de Covid-19 ont été graves en Afrique. En 25 ans, le pays a connu sa première récession. Il y a eu des destructions d'emplois importantes. La réduction de la pauvreté a été arrêtée et les enfants ont été privés d'opportunités d'apprentissage, entre autres. La crise en Ukraine est est un danger de plus en plus réel pour la vie quotidienne des habitants de l'Afrique en raison de ses conséquences sur les prix des carburants, les défis liés à l'approvisionnement en céréales, l'incertitude mondiale et les perturbations dans les priorités aux objectifs du développement durable. La conséquence partagée de ces deux crises, c'est une chaîne de valeur mondiale perturbée. La longue période de pandémie que nous avons connue a eu des conséquences sur la production, la distribution et dans les chaînes de valeur des produits médicaux, y compris les vaccins. La crise en Ukraine cause des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement en nourriture et en carburant, et l'Afrique continue à connaître des chocs sévères en raison de ces crises. La pandémie de Covid-19 a permis de voir les vulnérabilités de l'Afrique, notamment en ce qui concerne ses chaînes d'approvisionnement externes. Face à ces nouveaux défis, il y a des opportunités en or pour l'Afrique qui peut se réinventer grâce à des solutions locales. Les initiatives HGS de l'ODA NEPAD cherchent à promouvoir les solutions locales et à mettre en place des technologies numériques pour répondre à ces défis. L'Afrique doit établir ses priorités en fonction des capacités de chaque région. Il faut donc des politiques adaptées pour faire face aux inégalités régionales. Cela signifie que chaque personne doit être prise en tant qu'individu et en fonction de la région dans laquelle elle vit. La perte de revenus en raison du décès de ceux qui subvenaient aux besoins de leur famille
a causé la ruine de nombreuses familles. Nous devons favoriser les comportements en ce sens et avoir une croissance économique qui soit mise au-dessus de tout, une croissance saine, mais il faut qu'elle soit inclusive à tous les niveaux et nous devons améliorer les revenus, réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Par exemple, nous pouvons mesurer le bien-être social grâce à des indices de vitalité et nous devons mettre en place des politiques locales pour reconstruire nos communautés. Nous devons restaurer des conditions de croissance inclusive pour permettre à tous, dans toutes les régions de chaque pays, de bénéficier d'opportunités économiques. Les problématiques africaines appellent des solutions africaines, production de vaccins en propre pour permettre de mieux répondre aux nouvelles maladies infectieuses. Pour répondre à cette crise alimentaire, nous devons repenser la nourriture potentielle qui peut être produite sur notre continent, utiliser des engrais produits localement, avoir des outils agricoles qui soient produits localement et nous devons avoir des technologies agricoles intelligentes. Un développement socio-économique résilient et inclusif est donc absolument central pour la prospérité future de l'Afrique. L'intégration économique régionale a un rôle central à jouer dans la mise en place de ces objectifs. Pour améliorer la résilience de l'Afrique, le concept au centre du processus de la TICAD est important. Il s'agit de mettre en place des partenariats qui renforcent l'appropriation africaine. Alors que la reprise post-pandémie est en route, 2022 sera une année charnière pour l'Afrique. Il faut qu'elle soit l'année où le monde se réunit pour l'aider à surmonter les difficultés qu'elle connaît. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD 8, aura lieu en août et représentera une opportunité essentielle pour l'Afrique et la communauté internationale de réaffirmer leur engagement commun pour relever les défis auxquels fait face le continent en renforçant ses engagements qui œuvrent en faveur de l'intégration régionale africaine. Cela nous indique donc qu'il faut un calendrier plus intégré qui inclut des stratégies de développement national inclusives et viables et des changements dans un système économique mondial pour relever le défi de la contraction économique. Il faut travailler à des objectifs de développement durable et ce travail doit être sous-tendu par des stratégies nationales qui doivent être efficaces, qui doivent être inclusives et durables. Sinon, les progrès que nous faisons ne seront pas durables. Je souhaite conclure de la façon suivante. Nous ne traversons pas une époque de changement. Nous sommes au cœur d'un changement d'époque et il nous faut nous adapter rapidement. Je vous remercie. Très beau discours du docteur Mayaki. Comme toujours, pour notre prochain tour de table, je souhaiterais que nous nous concentrions plus particulièrement sur certaines des problématiques clés qui ont été soulignées dans ce très beau message vidéo, en particulier en ce qui concerne les solutions locales favorisant l'intégration, l'inclusivité, ainsi que le rôle des différents acteurs. Donc, si je commence par vous, Rémi, je souhaiterais vous demander quel est le rôle de l'AFD dans la promotion de solutions africaines qui, comme le docteur Mayaki l'a souligné, sont extrêmement importantes dans ce processus. Eh bien, c'est peut-être étonnant, mais je pense qu'il s'agit ici d'une question assez nouvelle pour le secteur du développement qui doit se transformer, en tout cas continuer sa mue. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur le vice-président Kato a pu dire lors de la première session de questions. Il faut apporter notre soutien aux solutions locales. Cela signifie que les institutions locales doivent représenter une priorité absolue pour le secteur du développement. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas réellement le cas.
Aujourd'hui, cette réalité est à l'état de projet. Aujourd'hui, nous parlons plus d'impacts mesurables sur lesquels nous devons rendre des comptes, mais la construction patiente, le travail de fourmi à long terme des institutions qui permettront de donner des solutions durables, eh bien, cela doit faire l'objet d'un changement, notamment dans notre aversion au risque. Il faut qu'il y ait un changement dans la façon dont nous travaillons. En fait, il s'agit d'un sujet que nous, banques publiques de développement comme la JICA ou l'AFD, connaissons par cœur. Lorsque l'on accorde un prêt, on prétend gérer les ressources de la part de l'institution qui prête, ce qui est un peu différent puisque le rapport de pouvoir n'est pas le même selon les types d'opérations que nous mettons en place. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la JICA, mais à l'AFD, 90% du financement issu de l'AFD est géré par des institutions et des solutions locales. Et cela représente seulement 6% de l'aide. C'est la même mission, mais il s'agit là aussi d'approches et de façons d'opérer qui sont très différentes. C'est ce que je souhaitais dire sur les institutions locales. Ensuite, nous devons faire preuve de bien plus d'ambition en ayant recours aux institutions non souveraines. En effet, le paradoxe dans le secteur du développement, c'est que nous critiquons parfois les autorités, mais en fait, la quasi-exclusivité de nos flux passe par ces autorités. Par exemple, même avec nos partenaires multilatéraux, les institutions, eh bien, nous voyons qu'il est obligatoire que ces flux passent par les gouvernements, même si l'on souhaite atteindre une municipalité, une banque de développement. Nous demandons toujours la garantie des autorités, ce qui ne fait qu'accroître la dette de ces autorités, de ces pays, et ce qui représente un frein dans la construction d'institutions publiques qui aient la capacité d'emprunter et de développer leur propre pays et financer les investissements. Cela ne fait que rajouter au poids de la dette pour ces gouvernements et c'est un phénomène que nous connaissons par cœur grâce à notre propre expérience dans le développement. Alors pourquoi cela serait-il différent dans d'autres pays? Je sais que c'est la même chose au Japon, donc nous devons ouvrir ces nouveaux canaux de financement et l'un des canaux cruciaux, c'est le secteur privé. J'ai fait référence à des acteurs publics principalement, mais le secteur privé, ça va sans dire, est extrêmement important de ce point de vue. Pour le financement des institutions de financement, et il faut la volonté d'aller vers des homologues plus fragiles, des entreprises auxquelles nous apportons notre soutien, des TPE. Il faut expliquer précisément ce que fait l'AFD. Je ne vais pas le faire ici, mais nous avons des outils et des programmes spécialement pour les TPE africaines que nous appelons Afrique numérique pour essayer d'éviter, si vous me passez l'expression, la vallée de la mort où les entreprises privées s'épanouissent et où elles font face à des dangers à chaque étape de leur développement. Le Parlement français et le gouvernement français, l'année dernière, ont mis en place un changement profond dans la nature de l'AFD, qui est devenu un groupe. Nous avons fait la même chose que la JICA en 2008 et pour ajouter aux instruments financiers, nous sommes complétés par des instruments non financiers, la formation, la recherche, le renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle filière qui est appelée Expertise France au sein du groupe AFD. L'idée est de rassembler de la meilleure façon possible les contributions en ce qui concerne les besoins des clients, des partenaires.
nous avons également une autre filière qui est appelée ProParcours. Il s'agit d'une institution qui se consacre entièrement au financement dans le secteur privé. L'idée est donc de ne pas nous laisser diriger par nos instruments, mais plutôt d'avoir les instruments qui nous permettent d'arriver aux objectifs qu'attendent nos clients de nous, d'avoir une action ciblée sur mesure à chaque fois en prenant en compte le contexte, le cadre, les dynamiques, l'économie politique et la réalité de la situation dans le pays. À l'heure actuelle, le président Macron mobilise le groupe AFD dans son travail pour redéfinir la relation entre la France et l'Afrique. Et je pense qu'il met au cœur le respect, la tension, mais également l'investissement dans l'expérience africaine pour nous inspirer dans notre propre transformation. Donc, il s'agit ici d'une approche, d'un récit très différent de ce que pouvaient être ces institutions dans les années 1950, 1960, lorsque ce cadre de travail a été défini. Et à mon sens, il s'agit de quelque chose que nos partenaires appellent de leur vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rémi. Renforcer les institutions locales, c'est très important, notamment pour avoir de bonnes fondations, de bonnes bases. Vous avez partagé des chiffres, notamment l'aide américaine. C'est assez étonnant, mais c'est vrai, je comprends maintenant où vous voulez en venir. Ça rejoint ce qu'on entendait un peu plus tôt en matière de localisation. Alors, c'est vrai que l'objectif maintenant est de 30%, qu'ils ont repassé maintenant à 25%. Donc, c'est ce que je demandais à mon équipe. Voilà, c'est quelle est la part maintenant pour l'AFD? Bravo, bravo pour tout votre travail. Maintenant, passons à notre prochaine question en ligne. Je me tourne à nouveau vers Madame Poul et le PNUD. Selon vous, quels sont les leviers que nous pouvons actionner pour promouvoir la croissance inclusive et comment est-ce que le PNUD répond à cet enjeu? Comment euh, puisse faire face à ces crises, Madame Poul? Merci. Dans un premier temps, je voudrais dire que je reviens et que je rejoins surtout mon collègue sur le travail des institutions locales et c'est tout à fait nécessaire et vraiment, c'est important de s'intéresser et se concentrer sur l'inclusion pour la prospérité. Il y a quelques instants, j'ai parlé des rapports sur le rapport mondial sur la, non, pardon, le rapport arabe sur le développement humain. Alors, sachez qu'en Afrique du Nord, 50% de la population qui touche le moins se partage environ 12,9% des revenus totaux, alors que dans l'Afrique subsaharienne, ce chiffre avoisine les 8,9%. Et à l'inverse, 10% de la population en Afrique du Nord qui gagne le plus se partage 48,9% des revenus totaux. Et pour l'Afrique subsaharienne, le chiffre passe à 55,7%. Donc, en partageant ces chiffres, on voit bien ici qu'il faut, pour le continent, réduire les inégalités. C'est une priorité absolue, notamment lorsque l'on œuvre au service de la résilience et de la prospérité. Ces 2 dernières années, nous avons vu également avec la pandémie, avec les différents chocs économiques, la guerre en Ukraine, tout ceci a des répercussions sur les inégalités, des répercussions de meilleures différentes dimensions sur les revenus, sur la consommation, sur l'épargne, sur les opportunités de travail, sur les secteurs de production, notamment dans certaines régions ou pour certains groupes, des groupes vulnérables, des femmes ou alors des personnes en situation de handicap ou des réfugiés, par exemple. Donc les réponses en matière de politique publique risquent et peuvent exacerber certaines inégalités si ces dernières ne sont pas élaborées en s'alignant sur les besoins des personnes les plus touchées. Il nous faut donc des solutions très localisées. Maintenant, de manière plus spécifique, nous voyons qu'il y a de nombreux défis, mais il y a également des réponses exemplaires.
ou moins exemplaires, mais on voit qu'en Afrique, il y a des grands problèmes d'investissement. Le dernier rapport mondial sur la protection sociale a montré que les dépenses en matière de protection sociale étaient d'environ de 3,8% du PIB des pays africains. Donc c'est bien plus bas que la moyenne mondiale de 17,4%. Et le rapport a également indiqué que uniquement 17,4% de la population était protégée par au moins une mesure de protection sociale en Afrique. Autre défi qui vient mettre à mal la promotion de la croissance inclusive, c'est une absence de financement pour les PME, les TPE. Alors, même si oui, ces entreprises jouent un rôle crucial pour la croissance, pour la création d'emplois. En effet, ce sont d'ailleurs 90% des entreprises présentes sur le continent. Malgré tout ceci, parfois ces entreprises n'arrivent pas à sécuriser les investissements nécessaires et c'est d'autant plus problématique lorsque l'on regarde de plus près les TPM, les TPE et les PME. On voit bien que les femmes entrepreneurs n'ont que très peu accès à des financements. Il y a de nombreuses barrières. Il y a des barrières notamment en matière de garantie pour les institutions financières. Alors, comment répondre à ces défis? Eh bien, le PNUD a lancé des initiatives qui sont vraiment ancrées dans cet agenda de ne laisser personne pour compte. Et c'est quelque chose dont on a parlé un peu plus tôt. Et nous promouvons bien sûr la sécurité humaine sur le terrain. Donc, ce sont des exemples d'initiatives. Nous avons d'autres initiatives également qui visent à étendre et renforcer les systèmes de protection sociale en matière d'assistance sociale, d'assurance, pour fournir davantage de financement, de mesures incitatives, une meilleure gouvernance, un meilleur recueil des données. Nous souhaitons également renforcer la création de plateformes de formation régionale et nous souhaitons également renforcer nos investissements pour fournir d'autres ressources pour accompagner les structures, les infrastructures stratégiques en matière d'éducation et de santé, par exemple. Nous accompagnons également les gouvernements nationaux pour étendre leur enveloppe budgétaire avec une nouvelle mobilisation de ressources nationales. Nous demandons aux autorités de revoir à la hausse leur ratio des revenus au PIB, notamment pour que ces derniers réduisent des allègements fiscaux ou des mesures incitatives qui viennent mettre à mal la création de revenus et le développement de PME sur le terrain. Nous souhaitons d'autant plus augmenter les ressources allouées à ceux qui sont directement impactés par les crises alimentaires et des prix énergétiques. Et ça rejoint peut-être ici ce que je disais dans un premier temps. Il faut vraiment nous concentrer sur l'accélération de la mise en œuvre de l'ODD numéro 7, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. C'est l'une de nos priorités. Et enfin, pour conclure, vraiment, ce qui est très important ici, c'est accompagner les mécanismes régionaux pour la résolution des conflits afin de promouvoir les processus de paix, d'avoir des élections libres et justes et de faciliter également des initiatives de résolution de conflits. Il faut le faire ici en renforçant les capacités des institutions nationales et les capacités de processus de construction des États. Et encore une fois, il faut vraiment œuvrer au service des solutions locales et travailler avec les institutions sur le terrain. Merci beaucoup, c'est très intéressant d'entendre votre point de vue. Ce sont vraiment ici des leviers qu'il nous faut mettre en place, des solutions clés. Alors maintenant, je vais passer la parole à Madame Yal de la PAD. Nous avons parlé d'intégration régionale. Maintenant, quelles sont les opportunités pour cette intégration régionale, pour cette reconstruction en mieux? Quelles sont ces opportunités? Maintenant, qu'est-ce que fait la BAD? Comment la BAD accompagne-t-elle cet effort? Madame Yal, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, l'intégration régionale, bien sûr, c'est notre moteur clé pour le développement de l'Afrique.
Nous avons un exemple récent avec notamment le lancement de la zone de libre-échange en 2019. Il y a ici de nombreuses opportunités pour s'assurer qu'il y ait vraiment un développement régional avec une intégration régionale. Bien sûr, le développement dépend grandement de l'accélération de l'industrialisation du continent dans sa globalité, de pouvoir également capitaliser et tirer les enseignements de chaînes d'approvisionnement solides et également s'appuyer sur le développement d'un secteur privé en plein essor. Ici, j'aimerais insister sur ces priorités. Le Japon et la BAD partagent ces mêmes objectifs et c'est au cœur de notre partenariat avec le Japon et nous visons à accompagner le développement du secteur privé et c'est quelque chose que nous faisons partout. Nous accompagnons les TPE, les PME et elles sont nécessaires pour créer des emplois et insuffler un vent de croissance. Mais ce sont finalement ces champions dont nous avons besoin pour mener cette aventure du développement en nous appuyant sur des chaînes de valeur solides. Alors bien sûr, oui, il y a des priorités, on en a parlé. Il nous faut construire des infrastructures élémentaires solides partout en Afrique. Et c'est un domaine qui fait l'objet de toute notre attention. Il nous faut accompagner ici toute initiative, répondre aux besoins. Encore une fois, toutes ces initiatives et ces projets qui œuvrent au service du capital humain, s'assurer que nous ne laissions personne pour compte. Il nous faut pouvoir atténuer les répercussions du changement climatique, avoir de meilleurs accès au marché, renforcer la sécurité alimentaire. Tout ceci nécessite une intégration régionale forte. Par conséquent, les pays, les régions peuvent surmonter tous les défis qui se présentent à eux, que ce soit les questions de santé, de sécurité alimentaire, de sécurité de manière générale. Tout ceci dépend grandement de notre action pour renforcer l'intégration régionale. Et ici, oui, le continent a des défis qu'il faut remonter, mais il faut œuvrer au service de ses objectifs. J'aimerais également vous parler de certaines infrastructures, notamment le déploiement de solutions numériques, marché même aussi financier, qui dépendent beaucoup d'approches régionales. Vraiment, l'intégration régionale est au cœur de nos initiatives. Ça permet d'avoir le développement en Afrique. Tous les partenaires en ont conscience et nous tissons des liens étroits. Nous accompagnons des institutions régionales clés, l'Union africaine, la Commission économique africaine, mais également le secrétariat pour le traité de zone de libre-échange. C'est quelque chose que nous faisons depuis tout temps. Et d'ailleurs, nous avons contribué à la création de nombreuses de ces institutions, de nombreuses banques qui sont aujourd'hui nécessaires
et qui jouent un rôle de premier plan dans nos actions. Elles nous accompagnent dans le développement régional, mais également au niveau continental. Merci beaucoup. On parle vraiment d'intégration régionale, le maître mot étant la coopération. Voilà ce que je retiens de votre intervention. Alors, professeur, nous avons parlé de la sécurité humaine. Et si on revient sur les messages concernant les solutions locales, comment est-ce que les solutions locales peuvent être utilisées dans le contexte de la paix, de la stabilité en Afrique? Comment est-ce que la communauté internationale peut aider l'Afrique et les initiatives africaines en ce sens? Alors, c'est une question très importante. En effet, de nombreux conflits en Afrique ont des racines locales, mais elles ont oui, ces conflits ont des agents externes. Il y a des partenaires externes qui prennent part à ces conflits et ceci vient grandement compliquer tous les processus de résolution des conflits. Il y a bien sûr des acteurs locaux, il y a des acteurs régionaux et maintenant, de plus en plus, vous avez des acteurs, des agents mondiaux. Et vraiment, c'est un miracle en réalité quand un négociateur de paix arrive à échanger avec ces différents agents à tous ces niveaux. Donc, il nous faut autonomiser, donner plus de pouvoir à ces acteurs locaux pour qu'ils puissent vraiment faire face à ces manipulations en quelque sorte. Et c'est vraiment une des réponses des plus importantes pour faire face à ces conflits. C'est la pierre angulaire presque. Maintenant, comment pouvons-nous le faire? Alors, peut-être qu'ici, je peux partager avec vous quelques débuts de réponses. Dans un premier temps, vous le savez, dans notre monde, il y a beaucoup d'inégalités en matière de richesse, mais également en matière de pouvoir. Par conséquent, il nous faut plus de transparence. Si nous voulons faire lumière sur l'ingérence, par exemple, il est important de pouvoir retracer les fonds. Il faut mettre un terme à la corruption et ça, c'est vraiment la responsabilité de la communauté internationale. Il faut mener des actions de plus en plus nombreuses en ce sens. Et je pense que ici, l'objectif ultime, c'est de renforcer la position des acteurs locaux pour faire face à cette influence internationale qui est parfois néfaste. Autre point dont on a déjà parlé, les institutions locales. Ici, je parle d'institutions. Je reviens sur votre première question. En réalité, ici, oui, on peut échanger au niveau individuel et on peut faire des changements individuels, mais les changements durables se produisent au niveau des institutions. Et vraiment, ce qui me marque ici, c'est que on se concentre très souvent sur le capital et très souvent, on voit que les infrastructures locales sont faibles et parfois, ce n'est pas facile de pouvoir échanger à ce niveau-là. Mais c'est vrai que lorsque l'on veut faire face aux conflits, il faut trouver les causes des conflits et qui parfois n'est pas la capitale du pays. Et c'est pour ça qu'il faut créer des partenariats de qualité et parfois il faut contrecarrer les institutions nationales. C'est pas facile à faire, mais il faut garder tout ceci à l'esprit. C'est pourquoi il faut renforcer les institutions locales et pas passer uniquement par les institutions nationales. Autre point, et j'aimerais revenir sur mon temps en tant que gardien de la paix à l'ONU. Il faut renforcer les opérations de maintien de la paix, accompagner les mécanismes de résolution de la paix. Très souvent, nous avons tendance à venir remplacer au lieu d'accompagner. Et ici, c'est peut-être un piège. Je parle souvent du piège du maintien de la paix. Par exemple,
lorsqu'une communauté internationale vient arrêter ses actions, peut-être que tout peut s'effondrer, mais de l'autre, les acteurs sur le terrain peuvent tout de même s'en sortir et trouver des solutions pour aller de l'avant. Alors, peut-être que notre approche peut changer. Il y aura peut-être plus de risques pour la communauté internationale, mais ceci viendra autonomiser, responsabiliser les institutions locales. Et oui, les institutions internationales doivent fournir une assistance, mais ils ont un rôle à jouer. Et pour venir un peu sur ce que je disais dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de cette fausse opposition entre la sécurité et le développement. Ces deux idées s'auto-alimentent en réalité. Il n'y a pas d'opposition. Autre point qu'on a déjà abordé, mais j'aimerais revenir sur ce point. On parle ici des organisations régionales et sous-régionales. Nous voulons, oui, que les acteurs locaux soient à la barre. Et nous le savons, l'Afrique a été très innovante avec l'ODA-NEPAD. Puis nous avons bien sûr les voisins de l'Afrique, mais nous avons la communauté africaine dans son ensemble qui regarde la situation, peut-être pas de manière condescendante, non, d'une manière peut-être plus bienveillante. Et peut-être que si les acteurs locaux sont plus puissants ou s'ils ont plus les cartes euh, dans les mains, peut-être que la communauté sera plus en confiance. Et je pense que c'est vraiment un point très important. Un grand merci, professeur. À l'heure où nous échangeons, je vois un fil conducteur qui lie toutes les interventions, car même si vous prenez des points de vue différents, ici vous parlez des questions de sécurité, mais la réponse reste la même. Intégration régionale, institutions locales, respect mutuel. On voit ici que se dégagent certains mots-clés de ce débat. Et pour clore ces échanges, je me tourne vers Monsieur Cato et je souhaiterais vous demander quelles sont les principales difficultés qui existent en ce qui concerne les solutions régionales, les institutions locales pour les initiatives de ce point de vue. On m'informe que nous pouvons dépasser de 5 minutes. Donc, je pense que nous clorons les débats après votre intervention. Nous permettrons à une ou deux questions d'être posées par le public. Je vous remercie. Madame Fall de la Banque africaine de développement a souligné l'importance de la zone de libre-échange continentale africaine pour le développement industriel et l'intégration régionale. J'ai pu échanger avec le docteur Mayaki récemment et nous sommes tombés d'accord pour dire que la mise en place de cette zone dont on parle beaucoup doit avoir deux moteurs. Il s'agit donc de la production et des échanges commerciaux. Il a insisté sur l'importance de renforcer les capacités de production et de développer l'industrialisation afin d'assurer à l'Afrique une sortie de cette dépendance lourde aux exportations de matières premières. Je pense que le Centre de développement de l'OCDE partage ce point de vue, alors qu'une série d'événements ont été organisés pour souligner l'établissement de chaînes de valeur régionales le mois dernier. Et je suis tout à fait d'accord avec cette approche. De ce point de vue-là, je souhaiterais vous présenter deux initiatives sur lesquelles la JICA travaille avec l'Afrique. D'abord, l'initiative Kaizen Afrique. Il ne fait aucun doute que les TPE et PME jouent un rôle central dans l'économie africaine et que l'amélioration de la productivité et la qualité du travail est essentielle. La JICA
a fait face à cette question en promouvant la méthodologie Kaizen qui s'est d'abord développée au Japon. D'abord, l'approche Kaizen se concentre sur une amélioration des comportements et des approches et la promotion du travail de groupe chez les collaborateurs. Cette approche propose un certain nombre d'instruments de soutien aux PME, dont des services de développement de l'activité et l'accès à la finance. Nous travaillons avec plus de 20 pays africains, avec l'Agence de développement de l'Union africaine pour promouvoir cette approche. L'Éthiopie et la Tunisie font partie des exemples concluants. Par exemple, le gouvernement éthiopien a mis en place une institution nationale Kaizen dont la mission est de former des spécialistes Kaizen ainsi que d'apporter un soutien technique pour la mise en place de la méthode Kaizen. Ce travail a permis de contribuer à renforcer la compétitivité des TPE et PME éthiopiennes. La seconde initiative que je souhaiterais vous présenter, c'est le programme, l'accélérateur de HGS, de solutions locales, qui est l'effort conjoint de plusieurs acteurs. Comme l'a dit le docteur Mayaki dans son message vidéo, cela permet d'aider l'expansion des entreprises africaines dont les biens et services répondent aux problèmes sociaux en Afrique. Nous proposons des services de conseil professionnel aux entreprises africaines avec l'aide d'une société de conseil internationale. Nous avons également formé un groupe d'experts de haut niveau provenant du secteur privé et du secteur public pour prodiguer ces conseils et mettre en place un travail de réseau avec des entreprises africaines. L'un d'un résultat concret, c'est une entreprise du secteur médical au Kenya qui a réussi à obtenir un investissement de 7 millions de dollars américains de la part d'un fonds de capital risque et d'une organisation philanthropique. Nous avons lancé cette initiative en 2020 avec un projet pilote en Afrique de l'Est et nous avons porté ce projet au niveau continental ensuite. Pour conclure, je souhaiterais souligner l'importance du développement industriel pour permettre l'intégration régionale de l'Afrique, ainsi qu'un développement inclusif et durable du continent. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Monsieur Kato. Je souhaiterais désormais répondre à la proposition des organisateurs qui nous permettent de prendre une question de la part du public. Je vois qu'il y a quelqu'un avec un micro. Si vous voulez bien lever la main. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Non, mais je n'y crois pas. Est-ce que vous voyez ce qu'il se passe dans le public? Parce que la lumière est assez tamisée. Ah, voilà. Eh bien, il semble que nous ayons répondu à toutes les questions. Mais nous avons 5 minutes de plus. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite conclure, faire des remarques en 30 secondes ou moins? L'un de nos panélistes, peut-être? Vous avez 30 secondes, pas une de plus. Je vous arrêterai le cas échéant. Eh bien, quel panel discipliné. Eh bien, vous venez de perdre vos 30 secondes car il semble que nous ayons une question. Est-ce que vous pourriez-vous présenter et poser cette question à un panéliste en particulier? Oui, je comprends l'anglais, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. So sorry, I'm going to speak in English because Je vais parler anglais. Mon anglais n'est pas très bon. Je m'appelle Charlotte Thibault. en France et nous agissons en Afrique. Et notre action porte sur la promotion de l'investissement agricole en Afrique subsaharienne. Actuellement, effectivement, comme vous le savez tous, nous allons de manière incontestable vers des crises alimentaires sans précédent, notamment en Afrique. Et nous avons effectivement comme obstacle, l'un des obstacles majeurs en tout cas de l'émergence de ce secteur est celui du financement, notamment le financement des PME, PMI qui constituent plus de 70 à 80% en tout cas des acteurs de ce secteur-là. Alors, je voudrais, ma question a trait justement au financement de ces acteurs-là.
quel dispositif, justement, pourrait-on espérer à partir, justement, donc, enfin, quels sont les dispositifs que vous pouvez, justement, mettre en œuvre pour la résolution de cette équation de la finance, notamment du secteur agricole et agroalimentaire en ce qui concerne les PME, PMI, et quelle synergie également avec les agro-industriels, puisqu'on n'y est toujours pas. If you could wrap it up, please. Ah, so sorry. Thank you. Are you done? Non, Est-ce que vous avez fini de poser votre question? Quelle place également pour les PME, PMI dans le cadre d'une tribune comme la TICAD, donc en août prochain à Tunis? Merci. Thank you very much. I'm sorry to interrupt you, but Je vous remercie et désolé d'avoir dû vous interrompre, mais nous sommes un peu pressés par le temps. Mon français est un peu un obstacle ici. Il s'agit de questions sur le financement. Je me tourne donc vers Rémi. Français, si vous me permettez. I think if you Je parle français. no, the problem is that there's no translation from okay, French so- to English. So Et il n'y a normalement pas d'interprétation du français vers l'anglais, donc je vais vous demander de le faire vers l'anglais. Je vous remercie pour cette question. Si vous êtes d'accord, je vais vous répondre en anglais et peut-être que certains de mes collègues compléteront mes propos. Il est tout à fait vrai que cela représente un défi majeur en matière de sécurité alimentaire et il est bien certain que j'espère que les capacités humanitaires seront toutes mobilisées pour permettre d'atténuer et de faire face à ce défi que nous voyons se profiler. Mais la seule réponse de long terme est évidemment le développement des pratiques agricoles, la souveraineté dans la production. Et en ce qui concerne les échecs sur le marché que vous constatez, le financement de l'agriculture représente un de ces échecs et c'est le cas partout et cela fait en fait partie et c'est sans doute l'une des raisons principales qui ont présidé à la naissance des banques publiques de développement dans nos économies pour proposer des ressources de long terme pour des modèles d'activité qui soient aussi cycliques et pour faire face aux défis. Ma première réponse est donc la suivante. Il faut faire attention à ces questions, utiliser l'aide publique spécialisée. Il y a de grandes institutions de cette sorte en Chine, en Inde, dans d'autres pays. Nous avons également 95 banques publiques de développement en Afrique qui représentent des institutions extrêmement intéressantes. Je ne parlerai que l'une d'entre elles, la Banque nationale de développement agricole du Mali. Il s'agit d'une institution ancienne qui travaille très bien et qui sait travailler à l'heure actuelle dans ce contexte local. Et l'idée est d'essayer d'orienter les ressources vers ce type d'institution. Voilà ce qui vaut pour le secteur public. Et de plus en plus, nous essayons d'intéresser les banques privées, le secteur de financement privé, et nous les encourageons à continuer à encourager le secteur agricole à l'AFD. Nous avons un programme qui s'appelle l'Agrifi, qui est géré par des banques commerciales qui nous prodiguent de l'assistance publique et il a fallu faire un travail de sensibilisation pour pousser ces banques à nous apporter leur assistance. Un grand merci, Rémi, pour cette très bonne réponse. Je vais donc mettre ma casquette de modérateur extrêmement dur et autoritaire. Bon, alors, je vois que vous prenez votre micro, je vais donc vous donner 30 secondes de plus. Je souhaiterais ajouter une seule petite chose. Il a été souligné qu'il est important de se reposer sur les institutions locales. En ce qui concerne la protection agricole, cela est également central. La JICA
travaille avec les institutions locales. Ça a été dit, nous avons des initiatives pour la production de riz, la production risicole, comment dire. Dans ce domaine, nous intervenons sur la chaîne de valeur pour la production, mais également la vente, les techniques de production, mais l'accès au financement. Nous travaillons très dur sur ce projet. Et dans ce domaine, je souhaite également souligner l'importance de l'accès au financement. Et de ce point de vue-là, nous avons des collaborations importantes avec la Banque africaine de développement. Nous avons des programmes qui vont en ce sens. Qui permettent de donner accès aux banques de développement nationales, par exemple, donc main dans la main avec la Banque africaine de développement. Nous collaborons avec les TPE et PME dans le secteur de l'agriculture. Je vous remercie. Un grand merci à chacun de nos panélistes. Merci pour votre apport aux échanges. Il ne s'agit que de la première de nombreuses conversations que nous aurons sur le renforcement du développement en Afrique. La TICAD 8 aura lieu les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Et il y aura un événement le 19 septembre qui sera organisé par l'OCDE avec l'Union africaine sur le sujet suivant et qui aura lieu juste après, sur ce même sujet, qui aura lieu juste après l'Assemblée générale des Nations unies. Je me réjouis de ce bel événement. Une fois de plus, merci à chacun d'entre vous pour votre présence, pour la présence de nos panélistes. Et chère maîtresse de cérémonie, je vous rends la parole. Merci Laga pour ce beau travail de modération. Malheureusement, le temps file, nous devons mettre fin à notre événement. Encore un grand merci à chacun de nos participants, à notre modératrice, ainsi qu'à notre public de grande qualité. Merci.